Madame, Monsieur, bonsoir. Dans notre édition de fin de semaine, nous reviendrons sur la gestion incompréhensible de la crise sanitaire par les pouvoirs publics, de quoi faire la part belle aux accusations de complotistes du pouvoir pour éviter d'avoir à répondre de ces actes. Nous ferons ensuite un détour par Washington où le président américain en exercice Donald Trump a lancé sa campagne. Et enfin, nous retournerons en France pour évoquer le départ du Tour de France, une grande boucle 2020 déjà gâchée avant d'avoir débuté. Je ne suis pas complotiste, mais depuis le début de la crise du Covid-19, vous avez sans doute entendu cette phrase, peut-être même l'avez-vous déjà prononcée. En réalité, les décisions politiques, tantôt incohérentes, contradictoires, voire complètement incompréhensibles, poussent de plus en plus de monde à se poser des questions. Une démarche bien légitime, explication avec Élise Blaise. On a le droit d'être intelligent. Le professeur Didier Raoult ne cesse de le répéter. L'hystérie du Covid-19 donne parfois le sentiment qu'elle a trépané une bonne partie du personnel politique et parfois même des citoyens. Le moteur de ce dérèglement du bon sens ? La peur. En effet, le contexte épidémique a fait sombrer une bonne partie de la population dans des craintes pas toujours très rationnelles. Dans ce cadre, un exemple qui peut amuser, les automobilistes seuls dans leur véhicule qui arborent fièrement un masque chirurgical pour se protéger d'on ne sait quoi. Sans surprise, comme l'expliquait là encore le professeur Raoult de l'IHU Méditerranée, les obligations de port du masque renforcent les oppositions entre les gens. Les sceptiques, les franchement rebelles, ceux pour qui échapper aux règles est un sport national, mais aussi les apeurés et les rationnels. D'ailleurs, les fameuses incivilités se sont multipliées depuis l'injonction masquée. Des incivilités selon l'expression présidentielle consacrée qui ont parfois donné lieu à de véritables drames, comme ce fut le cas à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques avec le décès de Philippe Monguillot, un chauffeur de bus lynché à mort, après avoir simplement demandé à des passagers de porter le masque pour monter à bord. La généralisation progressive de l'obligation de porter ce désormais sacro-saint masque, y compris dehors, crée donc des tensions. Des tensions dues à des ordres et des contre-ordres qui s'enchaînent. Ainsi, alors que la capitale imposait le masque dès ce vendredi matin 8h à tout le monde après décision de la préfecture, les cyclistes et les joggeurs sont finalement libérés. En revanche, les conducteurs de deux roues motorisés devraient quant à eux se plier à l'obligation alors que la distanciation est respectée et qu'ils sont donc à l'extérieur. De quoi laisser dubitatif et susciter une véritable incompréhension. Car si l'on retrace les diverses décisions politiques prises depuis le début du Covid-19 en France, le moins que l'on puisse dire, c'est que la cohérence ne saute pas aux yeux. Bien sûr, les masques sont l'exemple le plus criant. Alors que tout le gouvernement répétait en chœur qu'il était inutile pour la population, il devient désormais impossible de mettre le nez dehors sans lui. Le tout alors même que la situation épidémique n'a plus rien de dramatique, comme ce put être le cas avec la surcharge des soins intensifs pendant le pic épidémique. Un paradoxe qui aurait pu être expliqué si le pouvoir en place avait accepté de faire amende honorable devant les Français en avouant que les stocks stratégiques avaient été éradiqués pour de viles raisons budgétaires saupoudrées de grande incompétence. Unique raison motivant à l'époque le laïus sur l'inutilité des masques. Rappelons d'ailleurs que cette pénurie a engendré l'utilisation des transports en commun sans aucune protection pendant le confinement, soit au plus fort de l'épidémie. À cela s'ajoutent évidemment les auditions de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de crise où les décideurs publics se sont succédés pour redoubler de langue de bois frisante avec le mensonge, à l'image du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui a éludé l'essentiel des questions. Les polémiques, totalement irrationnelles autour de la question de l'efficacité de l'hydroxychloroquine ont également fini par instiguer le doute dans les esprits, notamment avec la fameuse étude du Lancet montée en épingle et retombée comme un soufflet. Dans ce cadre, les passe-droits incompréhensibles du médicament de Gilead, le Remdesivir, particulièrement coûteux et aux effets secondaires non négligeables, notamment à cause d'une toxicité pour les reins, contribuent aussi à embrumer les débats scientifiques. Des débats scientifiques qui ont d'ailleurs vu leur chute consommée. En effet, alors que la base même de la recherche est d'avancer à petits pas avec des thèses, des réfutations, des études et des critiques éclairées, seuls les scientifiques adoptant le point de vue de cet exécutif inconséquent avaient désormais le droit de citer. Une crédibilité pourtant objectivement entamée au vu même de la gestion de crise dictée par les préconisations d'un conseil scientifique. Et dans ce cadre, la question bien connue des conflits d'intérêts entre Big Pharma et certains spécialistes n'a rien arrangé. Et c'est ainsi que les accusations de complotistes ont fleuri. Martin Hirsch, le patron des hôpitaux de Paris, a ainsi déclaré que Didier Raoult utilisait
je cite, « les ficelles complotistes ». Le professeur Christian Perron de l'hôpital de Garches a subi peu ou prou le même traitement après la parution de son livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise » chez Albin Michel. Une mise au banc qu'il avait déjà connue, en étant l'un des rares médecins à s'intéresser aux patients atteints de la maladie de Lyme, autre dogme incompréhensible de la médecine officielle actuelle. Dans le même temps, la généticienne Alexandra Henrion-Caude, ancien directeur de recherche à l'INSERM, dont l'entretien sur TV Liberté a dépassé 1,2 million de téléspectateurs, a fait les frais d'attaques inédites de la part d'organismes de propagande subventionnés par vos impôts. Cette pandémie de Covid-19 aura donc eu raison d'une bonne part de la science, mais aussi du bon sens, au point même d'oublier une évidence, le meilleur moyen d'éviter les complotistes est dans les mains des comploteurs. Donald Trump lance sa campagne en grande pompe lors de la clôture de la convention républicaine. Le président des États-Unis et candidat à un second mandat a prononcé son discours d'acceptation à l'investiture. Et comme d'habitude, le président américain a assuré le spectacle. Thibaut Bastide. 67 jours, c'est le temps qui sépare Donald Trump d'un éventuel second mandat. Jeudi, lors de la clôture de la convention républicaine, le président candidat a accepté la nomination de son parti pour faire face au démocrate Joe Biden. Et pour l'occasion, Donald Trump a vu les choses en grand. En effet, privé pour cause de pandémie du rassemblement habituel de milliers de délégués venus de tous les États-Unis et des acclamations du public, le président états-unien a trouvé un décor de substitution et pas n'importe lequel. Donald Trump a tout simplement investi les pelouse de la Maison-Blanche avec en guise de finale un feu d'artifice dans le ciel de Washington. De quoi provoquer la colère de ses adversaires démocrates qui ont vertement critiqué ce choix, invoquant une loi baptisée Hatch Act qui interdit aux employés fédéraux, à l'exception du président et du vice-président, de mener des activités politiques pendant qu'ils sont au service de l'État. Ainsi, par tradition, la Maison-Blanche est restée un lieu neutre pour éviter de donner un avantage aux sortants. Un choix controversé donc, mais contraint puisque selon le projet initial, Donald Trump devait accepter son investiture à Charlotte devant plus de 20 000 personnes, mais les autorités sanitaires de Caroline du Nord, puis celles de Floride, le lui ont refusé. Des démocrates remontés, bien appuyés comme à l'accoutumée par une majorité de la presse bienveillante à l'égard des ânes. En effet, les journalistes n'ont eu de cesse de discréditer la cérémonie en pointant du doigt l'absence de distanciation sociale chez les invités. Autant de critiques qui n'auront pas ébranlé le président états-unien qui a tout simplement répondu, je cite, « Je suis là et pas eux ». Et Donald Trump compte bien rester 4 ans de plus à la Maison-Blanche. Pour cela, le président candidat a clairement établi les fondations de sa campagne, attaqué sans relâche son adversaire Joe Biden et vanté son bilan. Il s'y est d'ailleurs appliqué jeudi soir, mentionnant Joe Biden à 41 reprises. Destructeur de la grandeur de l'Amérique, cheval de Troie du socialisme, le candidat démocrate en a pris pour son grade. Donald Trump a donc clairement engagé la bataille. À 67 jours de l'élection présidentielle, le locataire de la Maison-Blanche a prouvé qu'il restait un adversaire redoutable qui n'a rien perdu de ce qui a fait son succès en 2016. Et ce ne sont pas les sondages qui placent Joe Biden en tête qui devraient le contrarier. En effet, ces mêmes sondages donnaient Hillary Clinton gagnante il y a 4 ans. Un tour gâché avant même d'avoir commencé. Le Tour de France s'élance à huis clos samedi 29 août depuis Nice. L'organisation spéciale Covid et les pressions des écologistes de gauche semblent déjà avoir raison du plus festif et populaire événement sportif de France. Des mesures restrictives et un climat anti-tour qui gâchent déjà la grande boucle. Reporté pour cause de crise sanitaire, le Tour de France 2020 débutera le samedi 29 août à Nice en quasi huis clos. Un régime sec pour les admirateurs de vélo qui n'auront droit à aucun contact avec les coureurs, ni photos, ni autographes, ni accès au bus des équipes. La distance entre le public et le peloton sera repoussée à 2 mètres des barrières aux arrivées comme au départ des étapes. Quant au port du masque, dont c'est la nouvelle lubie des autorités publiques, son obligation reviendra au choix arbitraire des préfets des 32 départements traversés. Autant dire que les masques seront presque systématiquement obligatoires. Et si certains préfets ne l'interdisent pas, il sera difficile d'expliquer les traitements de faveur différents selon le territoire aux spectateurs, pourtant tous à l'air libre. Les accès au col en étape de montagne seront aussi contrôlés et l'ascension à pied ou en bicyclette sera interdite le jour de l'épreuve. L'accès des journalistes sera limité et l'accréditation sera dépendante d'un test PCR. Les interviews seront limitées et la caravane réduite à 3000 personnes contre 5000 les autres années. Côté coureur, l'organisateur ASO a finalement assoupli les mesures sanitaires et adouci la mesure la plus décriée qui consistait à exclure les équipes
qui auraient eu 2 cas positifs au Covid dans leur rang, encadrement compris, soit 30 personnes en l'espace d'une semaine. Désormais, les 2 cas entraînant l'exclusion seront à comptabiliser dans l'équipe de coureurs seulement, soit 8 personnes, et chaque test positif devra être confirmé par un second. Un protocole nettement plus strict que celui appliqué au football. Fort heureusement pour l'organisation, le port du masque pour les cyclistes a été annulé à Paris et le peloton n'arrivera pas sur les Champs-Élysées, le visage caché et amoindri en oxygène. Comme lors des grandes affaires de dopage du Tour, il sera très compliqué d'y voir clair en cas de scandale, car la France est dotée d'un seul quotidien sportif, L'Équipe, qui se trouve être la propriété d'ASO, Amaury Sport Association, qui est également la société organisatrice du Tour de France. Ce groupe Amaury, déjà éprouvé par les annulations d'autres événements, comme le marathon et le semi-marathon de Paris, ne peut probablement pas se permettre de se priver de Tour de France cette année, puisqu'il assure environ la moitié de ses recettes. À ces contraintes Covid s'ajoute cette année une offensive de la gauche écologiste. En effet, en vogue lors des dernières élections municipales dans quelques grandes agglomérations, Europe Écologie Les Verts n'en finit plus avec son catéchisme éco-responsable contre le monde du sport. Les Verts ont même fait du Tour une cible privilégiée. Sport populaire et très suivi dans nos régions, le cyclisme touche une population bien loin de l'électorat du parti de Yannick Jadot, composé essentiellement de citadins. À Rennes, ville dirigée par une coalition écolo-socialiste, on a ainsi préféré renoncer à recevoir l'événement l'an prochain et le maire a déclaré la Grande Boucle comme étant désuète. Cette critique ne s'arrête cependant pas au vélo et s'étend d'ailleurs à toute activité devenue immorale, ski, golf et autres Formule 1. Sous le joug d'une double offensive, l'une toute conjoncturelle avec la crise sanitaire et l'autre idéologique avec la mode socialo-écologiste, le Tour est plus que jamais menacé. Ajoutez à cela l'incompétence crasse des pouvoirs publics et des institutions du sport en France qui s'étaient déjà distinguées par leur amateurisme avec l'interruption du championnat de France de football, et vous avez un monument de la culture populaire qui est directement en danger, la Grande Boucle. De surcroît, en cas de regain, réel ou supposé du virus, rien ne dit que la compétition sportive ira à son terme. Et on passe à présent à l'actualité en bref. Promotion le 3 septembre pour François Bayrou. L'encombrante allié du président de la République devrait être nommé haut commissaire au plan jeudi prochain lors du Conseil des ministres, une information non confirmée par l'Élysée. À 69 ans, le fondateur du MoDem a tout du monde d'avant. Engagé dans la vie politique depuis 40 ans, maire, conseiller général, député, ministre, le Béarnais a tout connu, sauf l'entreprise. Il sera donc chargé de relancer l'économie du pays. Chevaux mutilés, les recherches avancent. La mutilation de chevaux dans l'Yonne, qui fait suite à d'autres cas en France, a fait l'objet d'une plainte du propriétaire d'une exploitation qui a établi un portrait robot après avoir été attaqué par 2 individus dans la nuit de lundi à mardi. Ces derniers avaient mutilé un cheval et 2 poneys à l'arme blanche. Ils seraient âgés d'une quarantaine d'années. Ils ont pris la fuite après que le propriétaire se soit défendu à coups de canne. Le procureur a expliqué que pour l'heure, rien ne permet de faire un lien avec les autres attaques de chevaux. Une collecte a été lancée pour venir en aide à l'écurie visée dans l'Yonne. Shinzo Abe sur le départ. Le Premier ministre du Japon entend démissionner pour raison de santé. En place depuis 2012, un record de longévité. Celui qui est aussi président du Parti libéral-démocrate, parti de centre-droit majoritaire dans l'archipel, souhaite se retirer pour ne pas perturber la scène politique nationale. Un départ digne qui peut paraître assez étonnant depuis l'Occident. Le docteur Jean-Pierre Dickès est mort en recevant les derniers sacrements. Écrivain, éditeur, historien régionaliste, fondateur de l'association caritative Rosa Mystica, ardent défenseur de la vie dès sa conception, catholique traditionnaliste, il est à l'origine de nombreux ouvrages traitant aussi bien des dérives transhumanistes que des patois en boulonnais. Il était intervenu à plusieurs reprises sur TV Liberté et vous pouvez retrouver une vidéo hommage qui lui est rendue sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Et voilà, on approche de la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, la situation aux États-Unis. Et dans un instant, pour notre Zoom du jour, Jacques Beau, colonel d'état-major de l'armée suisse, présente son ouvrage « Gouverné par les fake news, 30 ans d'intox utilisés
par les Occidentaux. L'exemple du terrorisme est un exemple flagrant où on n'a absolument pas compris, ni voulu comprendre d'ailleurs, la manière dont réfléchissent les terroristes. Du coup, on est allé en Afghanistan, on a créé plus de terrorisme qu'il y en avait au départ. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un rapport des Nations Unies qui dit que les forces occidentales en Afghanistan tuent plus de civils que l'État islamique. Donc, on est à l'envers du bon sens. Et tout ça, ça vient du fait qu'on n'a pas compris les logiques. J'étais en Afghanistan, j'ai été sidéré quand je parlais à des interlocuteurs américains de voir comment ils n'avaient absolument pas compris la manière dont réfléchissent les Afghans. Et dimanche, Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous pour un Terre de Mission consacré à l'affaire des hosties profanées. Et tout de suite, mes libertés politiques avec François Biot-de-Lochner. C'est à présent le moment de se quitter. Merci à tous pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à lundi. Bonsoir. Le coronavirus va-t-il transformer les pays occidentaux en pays dictatoriaux? La question peut sembler stupide. La réponse va de soi. Non, c'est tout de même impossible. Quand même, n'exagérons pas. Monsieur le chroniqueur de TV Liberté, vous poussez le bouchon trop loin. Eh bien, le chroniqueur de TV Liberté se pose tout de même quelques questions. Je voudrais citer l'exemple de l'Australie. L'Australie n'avait pas été touchée de façon massive par le coronavirus. Aujourd'hui, manifestement, l'Australie commence à s'inquiéter. Le coronavirus a l'air de s'installer dans ce continent. De l'inquiétude, on est passé à la panique, et de la panique, on est passé à une espèce de folie. Que s'est-il passé depuis quelques jours? Eh bien, l'on s'aperçoit que, par exemple, une jeune fille dans la rue, et la vidéo a été vue des millions de fois, se fait violenter par un nombre important de policiers parce qu'elle n'avait pas son masque. Et faut-il véritablement 8, 10 ou 12 policiers pour arrêter et violenter à ce point une jeune fille qui simplement n'avait pas son masque? Cela est terriblement inquiétant. Autre point très inquiétant, le gouverneur de Melbourne, qui est un gauchiste de chez gauchiste, le vrai gaucho écolo, le pur dictateur dans toute sa splendeur, a pris des mesures hallucinantes, ahurissantes, qui font froid dans le dos. Désormais, le masque est obligatoire même dans les lieux privés et la police a le droit de sonner dans les maisons. Et si la porte ne s'ouvre pas, de fracturer la porte pour vérifier à l'intérieur des maisons que le bon citoyen australien porte bien son masque. Lorsque la police, sans aucune possibilité de recours de la part des particuliers qui la subissent, lorsque la police peut fracturer les portes de domiciles privés pour inspecter des domiciles privés, nous sommes là à la veille d'une situation dictatoriale. Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Et cela vient d'un continent considéré comme une très grande démocratie, l'Australie magnifique, le pays démocratique par excellence. Eh bien, ce pays démocratique est capable de mettre en route des mécanismes absolument fascisants. Et cela n'est pas très réjouissant pour la suite. L'on peut véritablement se demander aujourd'hui si les grandes démocraties, entre guillemets, n'arrivent pas tout simplement à leur dernier souffle. Sur ces très tristes paroles, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.